Une montagne au loin, des arbres de diverses espèces aux frondaisons vertes et pleines, deux rochers encore dans l'ombre, entre lesquels apparaît une vive lumière, une cascade, un cours d'eau où nagent des oiseaux, des prairies parsemées de fleurs. Sur un nuage, un personnage aux cheveux blancs, un homme et une femme sous un arbre, ils sont nus. La femme montre à l'homme les fruits de l'arbre. Une chaîne de montagnes. Des villes fortifiées séparées par une route. Un champ de blé pendant la moisson. Un grand arbre au premier plan. Un arbre plus frêle sur la droite. En bordure du champ, une grosse borne de pierre. Un attelage de 5 chevaux, conduit par un homme armé d'un fouet, foule le blé. Un homme joue de la cornemuse. D'autres moissonneurs coupent le blé, lient des gerbes ou se désaltèrent. Des femmes préparent la nourriture. C'est le milieu du jour. Face à face, au centre, un homme coiffé d'un turban et une femme agenouillée. Un autre personnage, à quelque distance, s'incline, appuyé sur une lance. Une montagne aux pics escarpés. À ses pieds, une ville. Une autre ville fortifiée au sommet d'une falaise. Dans la campagne, des bâtiments de ferme. Un rocher à gauche surmonté d'un arbre au tronc mince. À côté, un gros arbre fruitier. Une femme penchée sur une échelle cueille des fruits. Une autre femme, une corbeille sur la tête, s'éloigne. Un homme pêche à la ligne dans une rivière. Deux personnages transportent une énorme grappe de raisin à l'aide d'une perche. Leur ombre est déjà longue, c'est la fin de la journée. Une montagne noyée de brume et de pluie. Le soleil, très bas, perce à peine. Le ciel est zébré par un éclair. Des bâtiments inondés. Un bateau sans mât. Deux rochers encadrent la scène. Deux plans d'eau. Entre les deux, une cataracte. Une barque chargée d'hommes et de femmes est en train de sombrer. Deux personnages sont déjà dans l'eau. D'autres nagent en direction des rochers. L'un s'agrippe à une planche, l'autre à la crinière d'un cheval. Dans une seconde barque, un homme pousse sur une perche. Une femme tend son enfant vers un homme accroché à un rocher. Sur le rocher de gauche évolue un grand serpent. Ce tableau rappelle quelque chose de l'âge délaissé et de la main du vieillard. Admirable tremblement du temps. Souvent, les hommes de génie ont annoncé leur fin par des chefs-d'œuvre.
c'est leur âme qui s'envole. Chateaubriand. Ces 4 tableaux ont, à quelques millimètres près, la même taille, 1,18 m sur 1,60 m. Ils forment une série connue sous le titre Les 4 saisons. Commandés par le duc de Richelieu, petit-neveu du cardinal, ils ont été peints à Rome par Nicolas Poussin entre 1660 et 1664. L'arrivée des 4 saisons à Paris, fin 1664, est un événement. Tous les connaisseurs en peinture sont convoqués. Un an plus tard, le duc perd ses tableaux en jouant au jeu de paume avec le jeune roi Louis XIV. 25 toiles, dont 13 Poussins, parmi lesquelles les 4 saisons, deviennent possession royale. Elles entreront dans les collections nationales lors de la fondation du musée du Louvre en 1793. D'origine normande, Poussin est arrivé à Rome en 1624 à l'âge de 30 ans. Il y est assez vite devenu un peintre très apprécié et en même temps beaucoup discuté. À l'exception d'un séjour de 2 ans en France, où il est nommé premier peintre ordinaire du roi, Poussin ne bougera plus de Rome. Il mène une vie régulière et entièrement consacrée au travail, malgré une maladie nerveuse. Le corps et les membres du peintre sont atteints de tremblements. Nicolas avait accoutumé de se lever matin et de faire quelques exercices, 1 heure ou 2, se promenant quelquefois à travers la ville, mais presque toujours sur le mont de la Trinité, qui est le mont Pincio, non loin de sa maison. Il s'entretenait avec ses amis en curieux et doctes discours. De retour chez lui, il se mettait à peindre sans interruption jusqu'à midi, et, s'étant restauré, peignait encore pendant quelques heures. Le soir, il sortait de nouveau et se promenait au pied de la colline sur la place. Il parlait bien souvent de l'art, et avec une si grande connaissance que non seulement les peintres, mais tous les hommes d'esprit cultivés, venaient pour apprendre de sa bouche les plus hautes significations de la peinture, dont il discourait, non pour enseigner, mais au hasard de l'occasion. Pour peindre les grandes scènes historiques ou mythologiques, rassemblant beaucoup de personnages, il aurait été difficile de mobiliser un nombre important de modèles. Les peintres des générations précédentes, Titien, Tintoret ou Le Greco, se servaient souvent de mannequins sculptés. Plusieurs témoins rapportent que Poussin façonnait à la cire des personnages d'une vingtaine de centimètres de hauteur. Il les habillait et les plaçait sur une sorte de scène quadrillée qu'il fermait d'une toile de fond. Il mettait en place aussi les élévations de paysages ou les architectures. Il pouvait ainsi étudier la perspective, la position des personnages, leurs mouvements et leur rapport avec le décor. Enfin, Poussin enfermait sa maquette dans une boîte. Sur les parois, il ménageait des fenêtres pour l'éclairage. Sur la face avant, un œilleton lui permettait d'étudier l'orientation de cet éclairage. Il faisait alors des séries de croquis. Aucun dessin préparatoire des 4 saisons ne subsiste. Mais les dessins pour une toile de 1646, le baptême, donnent une idée des recherches que pouvait mener le peintre avant de passer à l'exécution de ses tableaux. Dans ses compositions antérieures, Poussin avait utilisé les principes de la section d'or et des systèmes de perspective savants. Dans l'enlèvement des Sabines, la perspective renforce l'effet d'éclatement, de fuite et de dispersion dramatique de la foule. Dans les 4 saisons, les montagnes lointaines servent d'appui à des perspectives fuyantes qui creusent profondément le paysage.
Les 4 tableaux sont l'aboutissement d'une longue recherche sur le paysage, poursuivie par le peintre durant toute sa carrière. Paysage avec une femme qui se lave les pieds. Paysage avec Orphée et Eurydice. Paysage avec Diogène. Paysage avec un homme mordu par un serpent. Paysage avec Diane et Orion. Les arbres sont placés dans l'image de façon à créer des rapports de masse harmonieux. Les nuages atténuent le vide du ciel et répondent à la plénitude des formes terrestres. Les rochers bordent le cadre comme des coulisses de théâtre. Le paysage est chaque fois découpé par plans successifs, s'étageant dans la profondeur. Tous ces écrans repoussent les personnages sur le devant de la scène, dans le tiers inférieur du tableau. Les personnages des grandes compositions de la maturité étaient traités comme des sculptures. Les traits sont bien marqués et tiennent compte des lois gouvernant en peinture l'expression des émotions. Les gestes sont inspirés par les codes de l'Antiquité romaine. Certains des personnages des 4 saisons empruntent aux anciennes compositions leur vigueur expressive, ainsi que les gestes nobles ou héroïques. Mais la plupart sont d'une facture plus grossière et parfois seulement ébauchée. Poussin a prêté ses toiles à l'aide d'une colle résineuse sur laquelle il passait ensuite une couche d'ocre rouge, l'imprimatura. Venait ensuite le dessin, puis une ébauche rapide composée d'un mélange d'huile, de jaune d'œuf et de blanc de plomb. Cette couche maigre, qui séchait vite, permettait de passer aussitôt à l'exécution. Poussin est resté fidèle à une palette réduite, utilisant les pigments les plus courants à l'époque. Pour les rouges, du vermillon, de l'ocre rouge, du minium. Pour les bleus, du lapis lazuli, de l'azurite. Pour les jaunes, de l'ocre jaune, du massicot, du jaune de plomb. Pour les verts, de la terre verte, des mélanges d'azurite et de jaune de plomb. Pour les teintes brunes de la terre de sienne, naturelles ou brûlées. Enfin, du noir de carbone et du blanc de plomb. À la façon vénitienne, Poussin, pour ombrer, n'utilisait pas des tons plus foncés, mais des tons plus chauds ou plus froids. Son système chromatique était basé sur l'opposition entre le rouge et le bleu, c'est-à-dire le chaud et le froid. Le printemps est une sorte de variation sur la couleur verte. Le feuillage et les rochers sont comme percés par le jaune vif du soleil levant, le ciel bleu est dense. L'été est une variation sur les couleurs chaudes. Jaune paille des blés, couleurs vives des vêtements des personnages, contre lesquels viennent vibrer quelques bleus intenses ou des verts. Le ciel bleu est pâle. L'automne retrouve les mêmes couleurs, mais assourdies par le déclin du soleil. Les nuages orageux gris-bleu annoncent déjà la saison suivante.
L'hiver est une variation sur les gris colorés, gris chaud et gris froid qui noient tout le paysage, ciel, terre et eau. Les couleurs des nageurs au premier plan viennent rappeler l'opposition rouge-bleu fondamentale. Les touches sont petites, presque ponctuelles. L'ensemble produit un effet de tapisserie. Ce style n'est sans doute pas voulu. Avec l'âge, la maladie nerveuse de Poussin s'accentuait. De sa main tremblante, le peintre ne pouvait plus étaler de grandes touches. Poussin avait beaucoup lu et était imprégné de culture classique. Il se documentait sur les thèmes qu'il abordait. Ainsi, chaque saison est illustrée par une histoire. Avec ses prairies fleuries, ses frais ombrages, ses cascades, ses oiseaux, ses lointains baignant dans une douce lumière, le premier paysage est celui du paradis terrestre. Et le couple nu, c'est Adam et Ève au pied de l'arbre de la connaissance. Dieu le Père est en train de proférer l'interdit et souligne du geste ses paroles. Mais le geste d'Ève lui répond en écho. Elle montre à Adam le fruit défendu et s'apprête à désobéir. Le tableau illustre le premier livre de la Bible, la Genèse. Et Poussin reprend avec beaucoup plus de simplicité l'image qu'avait peinte Michel-Ange pour le plafond de la chapelle Sixtine. Une femme agenouillée devant un homme puissant au milieu des moissons. Tous les indices montrent qu'il s'agit d'une autre scène de la Bible tirée du livre de Ruth. Ruth, veuve d'origine moabite, demande humblement à un riche propriétaire de Bethléem, l'hébreu Boz, l'autorisation de glaner quelques épis pour sa belle-mère Noémie, qu'elle a décidé de garder à sa charge. Boz lui accorde sa protection. Plus tard, Boz épousera Ruth. De leur enfant descendra la race de David, d'où un jour naîtra le Christ. Poussin souligne le face-à-face solennel en isolant les deux personnages sous le regard respectueux d'un intendant appuyé sur une lance. Deux hommes chargés d'une grappe géante et de grenades semblent s'enfuir rapidement. Ils sont sur le qui-vive, prêts à mettre la main à l'épée. C'est un autre épisode biblique, tiré cette fois du livre des Nombres, qui raconte l'exode des Hébreux au désert. Moïse envoie des hommes au-delà des montagnes pour explorer le pays de Canaan, où bien plus tard les Hébreux s'installeront. Les émissaires reviennent chargés des fruits du pays fertile. L'hiver n'est pas, comme le voudrait la logique du genre, un paysage de neige. Il montre un grand cataclysme. Villes, montagnes, campagnes et hommes sont submergés par des pluies torrentielles. Poussin, une fois encore, a choisi un épisode biblique, le déluge. Dieu se repent d'avoir fait l'homme et décide de l'effacer de la surface de la terre. Seul Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur, qu'il a autorisé à construire une arche à étages pour s'y loger et y recueillir un couple de chaque espèce animale de la terre. Un auteur moderne, Willibald Sauerländer, a voulu pousser plus loin l'analyse du cycle des saisons. Dans le printemps, une moitié du paysage est dans l'ombre, l'autre est éclairée. En pleine lumière, il y a Dieu le Père. Le péché originel est reflété par l'opposition entre le jour et la nuit. Ce premier tableau représenterait l'état de l'homme avant la loi. Selon ce même auteur, l'été aurait pu être inspiré à Poussin par les commentaires d'un jésuite, Nicolas Serrarius, sur le livre de Ruth. L'alliance de Boz avec Ruth annonce le mariage mystique du Christ et de l'Église. L'arbre lui-même évoquerait la race de David. Les épis de blé ou les miches qu'on s'apprête à distribuer pour le repas des moissonneurs répètent le thème du pain
qui est le symbole du corps du Christ. De même, dans l'automne, la grappe géante transportée par les envoyés de Moïse serait à la fois le Christ suspendu à sa croix et l'annonce du vin, symbole du sang du Christ. La femme sur l'échelle serait à nouveau l'Église, épouse du Christ, qui cueille les fruits de l'arbre de vie, tandis que la femme qui s'éloigne pourrait être une allégorie de la synagogue. Le voile qui tombe de sa corbeille lui cache l'arbre de vie. Il y aurait peut-être une autre allusion encore, l'opposition marquée entre l'arbre fécond chargé de fruits, l'Église, et l'arbre stérile, la synagogue. Le déluge enfin pourrait être interprété, toujours selon le même auteur, comme une préfiguration du jugement dernier. Ici aussi, on retrouve des éléments inspirés par la fresque de Michel-Ange à la chapelle Sixtine, mais traités de façon beaucoup plus sobre. L'arche de Noé qui flotte sur les eaux annoncerait la nef de l'église triomphante. Les personnages du premier plan représenteraient les hérétiques qui croient un instant trouver le salut par eux-mêmes. Ainsi, cette suite des saisons pourrait être lue comme une histoire de la rédemption. Mais l'histoire chrétienne n'est pas la seule source d'inspiration de Poussin. Le printemps, c'est en même temps l'aube de l'humanité. C'est le lever du jour, placé sous le signe d'Apollon, le dieu solaire, le feu. L'été, c'est la maturité de l'homme, c'est la terre. C'est l'heure de midi, celle des moissons, placée sous le signe de la déesse Cérès. Ruth, dans l'iconographie chrétienne, reprend souvent les attributs de la déesse grecque. Amateur d'antiquité dans la Rome du XVIIe siècle, en proie à de grandes fouilles archéologiques, Poussin est soucieux de véracité. Il prône la connaissance des mœurs, des armes, des usages et bien entendu des costumes. Le vêtement à l'antique domine. L'été est un paysage virgilien. Le groupe des 5 chevaux est inspiré d'un bas-relief de l'arc de Titus sur le forum romain. L'automne, c'est aussi l'automne de la vie, le début du déclin. Et l'heure choisie est celle de la fin de l'après-midi. La vendange est placée sous le signe de Bacchus, dieu du vin et de l'ivresse. L'hiver, c'est la fin de la vie. L'heure est celle du coucher du soleil. La fureur des eaux déchaînées est marquée par Pluton, dieu des enfers, dont le serpent est aussi un des représentants. Ainsi, les 4 saisons, les 4 parties du jour, les 4 phases de la rédemption, les 4 âges de la vie, les 4 éléments, tous ces thèmes sont liés à leur tour à 4 épisodes bibliques et à 4 dieux antiques, et se recombinent dans l'idée de retour cyclique. Poussin était adepte de la théorie des modes musicaux et architecturaux qui venait de la tradition grecque pythagoricienne. Un sujet devait être sous la dominante d'un mode, et dans une série, il fallait faire alterner les temps forts et les temps faibles. Dans les saisons, le printemps et l'automne comportent peu de personnages, alors que l'été et l'hiver en montrent beaucoup. De même, 2 scènes graves encadrent 2 scènes riantes. Cette façon d'organiser une série en modulant éléments du décor, personnages, thèmes et symboles fait en effet songer à la musique. Et cette forme en 4 mouvements, caractéristique du classicisme musical, annonce la sonate ou la symphonie, qui feront leur apparition peu après Poussin. Pareille organisation des images pourrait paraître fort savante,
Pourtant, elle échappe à tout intellectualisme. C'est que Poussin s'applique surtout à rendre sensible sa composition. Le paysage est à la source de l'émotion, de la méditation, plus encore que l'histoire illustrée par le tableau. Les mêmes objets, en se métamorphosant d'un tableau à l'autre, deviennent des symboles de la fertilité ou de la destruction, de la permanence ou de l'évanescence, du renouveau ou de la mort. Poussin est proche d'une vision panthéiste, comme si le vieux peintre cherchait à se fondre dans un ordre plus vaste, celui de la nature. Il reprend à son compte cette idée virgilienne. Il y a une analogie entre l'histoire individuelle et l'histoire du monde. Ainsi, le paysage est-il élevé au rang de peinture d'histoire. Si les 4 saisons, paysages testamentaires, racontent bien à la fois l'histoire de la nature et l'histoire de la rédemption de l'homme, elles semblent aussi résumer l'œuvre et la vie du peintre. Le printemps, paradis verdoyant avec ses pommiers chargés et ses fraîches prairies, pourrait être un rappel de la Normandie natale. Les 3 paysages suivants seraient plutôt inspirés par la campagne romaine, avec ses étés splendides, ses automnes lourds et ses hivers pluvieux. Sur le bord de la dernière des toiles figure le serpent, une sorte d'animal fétiche que Poussin montre dans des dessins et dans une vingtaine de tableaux. Peut-être allusion à un épisode biographique qui demeure à jamais inconnu. Le serpent fascinant est là comme symbole de la menace, de la terreur et de la mort. Mais aussi comme signe du renouvellement du cycle. N'est-ce pas lui qui, caché dans le feuillage du printemps, conseillera à Ève de goûter aux fruits défendus afin que tout recommence? Le serpent est l'ultime signature de Poussin. Zigzag jeté en écho à l'éclair divin qui déchire le ciel, il est aussi la figuration de ce tremblement nerveux qui s'était emparé du corps et de la main du peintre. Je ne passe aucun jour sans douleur, et le tremblement de mes membres augmente comme les ans. Et partant, j'ai été contraint d'abandonner tout labeur et de mettre les couleurs et les pinceaux à part. Si je vis cet automne, j'espère les reprendre,